Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les ministres, chers collègues, tout d'abord, que les choses soient claires, il n'est pas question ici de refuser le débat. Notre groupe n'a jamais refusé de débattre, bien au contraire. La question n'est donc pas celle du débat en lui-même, mais de ce sur quoi il nous est demandé de débattre aujourd'hui et de l'intérêt final de ce débat. Le texte du projet de loi de finances 2025 est annoncé comme celui du partage de l'effort pour redresser les finances publiques mis en péril suite à la gestion calamiteuse des précédents gouvernements. Face au projet de loi initial et à son ambition de récession sociale plutôt que de progrès social, les députés, en première lecture, sur la partie recettes, ont remanié légitimement le texte par l'adoption de 472 amendements à l'issue de 3 semaines de débat. La gauche a donc démontré qu'un autre budget pour la France est possible. Un budget pour le partage des richesses, un budget qui met en évidence que l'austérité pour tous est un choix politique et non une fatalité, ce qui n'a rien, Monsieur le ministre, d'irresponsable ni d'inacceptable. C'est ainsi que la taxe Zuckman, consistant à imposer à hauteur de 2% les patrimoines supérieurs à 1 milliard d'euros, a été adoptée. L'exit tax, impôt créé en 2011 pour freiner l'évasion fiscale, a été renforcée, ou encore la soumission à cotisation sociale des dividendes a été inscrite dans le marbre des discussions. Le travail mené par nos collègues à l'Assemblée nationale fut aussi riche d'enseignements politiques. Il a mis en lumière des alliances opportunes entre le gouvernement, les groupes de droite républicaine et d'extrême droite, afin d'empêcher davantage de justice fiscale dans notre pays. Les résultats du vote en témoignent, 192 voix pour, 362 voix contre, le texte remanié. C'est dans ces conditions que Monsieur le Premier ministre, inquiet de voir son projet de finances transformé, agite depuis quelques jours le spectre du 49.3, formidable idée qui aggraverait encore un peu plus la crise démocratique dans laquelle nous sommes. Pourquoi refuse-t-il de prendre à bras-le-corps ce sujet de la justice fiscale? Pourquoi ne pas reconnaître l'échec absolu de la politique de l'offre menée depuis 7 ans et ses conséquences désastreuses pour notre pays? Chômage qui repart à la hausse, licenciements à venir et fermeture d'usines, charge de la dette publique qui s'envole au gré des marchés. Alors non, nous ne sommes pas ici pour faire semblant de débattre et être relégués à des rôles de figurants face à un budget écrit à l'avance. Nous refusons de participer à une comédie politique qui renforce le ressentiment de la population à l'égard de tous les élus. Mais rassurez-vous, dans l'hypothèse où cette motion n'était pas validée, nous sommes prêts, avec les forces de gauche présentes ici au Sénat, à démontrer, article après article, que votre projet est particulièrement inadapté et injuste, et nous serons évidemment force de proposition. Mais parlons de ce projet de finances 2025. En 7 ans, nous sommes passés de la politique du « quoi qu'il en coûte » à celle, aujourd'hui, du « quoi qu'il advienne ». Ex-ministre des Finances, M. Bruno Le Maire, dans son discours d'adieu à Bercy, s'était targué d'avoir réalisé 55 milliards d'euros de baisse d'impôts. Mais la Cour des comptes semblait avoir une analyse tout à fait différente de la situation en juillet 2024, en écrivant, je cite, « Les baisses d'impôts et de cotisations depuis 6 ans ont contribué à la dégradation du déficit public et modifié la structure des recettes des différentes administrations publiques, et ce pour un impact estimé à 62 milliards d'euros en 2023. » Changement de gouvernement, certes, mais pas de changement de cap. Vous poursuivez le « quoi qu'il advienne » en vous attaquant désormais aux services publics portés par les collectivités. Vous tentez par tous les moyens de les supprimer, partant du postulat mensonger qu'il serait responsable du déficit abyssal que l'État a lui-même creusé. Dans cette situation politique des plus lunaires, nous tenons toutefois à saluer votre habileté sémantique, votre capacité à utiliser des mots qui ont un sens, mais pas forcément toujours celui auquel on s'attend. C'est ainsi qu'en première lecture du projet de loi de finances 2025, outre la découverte du sort réservé aux collectivités, nous avons été choqués de la manière dont vous les traitiez. Par exemple, pour résorber la partie du déficit public, vous avez décidé de créer un fonds de résilience des finances locales en ponctionnant une partie d'entre elles à hauteur de 3 milliards d'euros. Personne n'a bien compris à première vue de quoi il s'agissait, sauf d'un mécanisme de prélèvement parfois nommé fonds de précaution, fonds d'auto-assurance ou encore fonds de réserve. Il faudra nous expliquer de quoi précisément il en retourne. Monsieur le ministre, comment les élus doivent-ils interpréter ce thème de résilience? Doivent-ils considérer qu'il faut être résilient face au choc traumatique que vous leur faites subir, ou doivent-ils considérer que ce fonds existe pour prévenir des coûts plus massifs à venir
sur les finances publiques locales. Le discours de M. le Premier ministre face à l'Assemblée des départements de France le 15 novembre dernier était lui aussi des plus habiles. Comment introduire un tel congrès en annonçant renoncer aux efforts demandés aux collectivités, tout en concluant quelques minutes plus tard au lissage éventuel des mesures initiales sans indiquer de réelles perspectives? C'est aussi le ressentiment de nombreux élus locaux à la sortie du Congrès des maires de France. Au-delà des mots, les actes ont un sens. Or, votre considération en actes des collectivités, des élus et de leurs agents reste des plus obscures. De notre point de vue, envisager de telles coupes budgétaires pour le service public local illustre votre déconnexion avec les réalités quotidiennes des villes et villages de notre pays. De plus, si le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2025 était constitué de mesures d'austérité sans précédent sur la santé et les prestations de sécurité sociale, comme la hausse du ticket modérateur, s'il culpabilise aussi les malades et les retraités, le projet de loi de finances 2025, de son côté, instaure des mesures d'austérité sans précédent pour nos territoires, 10 milliards de recettes en moins, et culpabilise agents et élus de cette situation. Messieurs les ministres, les élus locaux sont épuisés de porter des politiques avec lesquelles ils sont en désaccord. Depuis plusieurs années, les communes subissent des pertes de recettes réelles, alors que les dépenses, elles, sont en constante évolution. L'effet ciseau n'est pas qu'une référence à un phénomène économique, c'est une réalité à très court terme pour nos collectivités. À ces contraintes s'ajoutent des phénomènes inattendus, comme les émeutes, les catastrophes climatiques, qui laissent les élus isolés face à des dépenses massives qu'ils ne peuvent pas engager. Sachez qu'être maire ou élu local, aujourd'hui, c'est la gestion de crise en continu depuis 4 ans. C'est se demander au 31 décembre de cette année si un assureur aura daigné répondre au marché d'assurance de la collectivité. C'est accompagner les familles dans l'attente de trouver un médecin pour constater les décès. C'est se trouver face à des collègues élus ou des directeurs généraux qui se demandent si les services publics ont encore un sens et s'ils seront encore présents pour un prochain mandat, tant les responsabilités sont lourdes. C'est être face à des habitants qui n'ont plus aucun pouvoir d'achat et pour qui la colère est tout ce qu'il leur reste. C'est faire face à l'impossibilité de mettre des moyens nécessaires pour les écoles, les équipements sportifs et culturels, les routes, les services de pompiers, la police municipale, les travailleurs sociaux, la bifurcation écologique. Les élus éprouvent déjà de plein fouet les effets récessifs de votre politique et vous souhaitez encore en rajouter. Le projet de loi de finances 2025 déposé au Sénat fixe en effet leur contribution à 5 milliards d'euros en réduisant les concours financiers de l'État. Vous espérez ainsi réduire leurs dépenses de fonctionnement, mais monsieur le ministre, à part les dépenses de masse salariale, nombreux sont les élus qui ne peuvent plus rien réduire aujourd'hui. En êtes-vous conscient? Aussi, quels services publics devront-ils fermer? Quels postes? Les ASN dans les écoles? Les policiers municipaux? Les agents d'état civil? Je vous le redis, en vous en prenant aux collectivités, vous vous trompez de cible. En 2024, la fortune cumulée des 500 plus grandes fortunes de France dépasse les 1 200 milliards d'euros, soit 5% de plus qu'en 2023. Ce constat ne vous semble-t-il pas assez clair? Les collectivités et les services publics ne peuvent pas être la variable d'ajustement de libéraux qui profitent de la crise. De plus, cet effort budgétaire demandé aux collectivités aura 2 lourds impacts déjà prévisibles, un recul massif de l'investissement local, 12 milliards d'euros, et une hausse inévitable de l'endettement public, un véritable non-sens économique, social et écologique. Pour terminer, nous faisons le constat que votre projet de loi des finances 2025, tout comme celui de finances de la sécurité sociale, derrière un habillage faussement technique, distille l'idée que les Français ne travaillent pas assez, qui génèrent trop de dépenses sociales, et on l'a encore entendu ce matin. Avez-vous mesuré l'impact de vos intentions sur la vie des Français? Avez-vous mesuré leur perte d'accès aux soins, leur perte de pouvoir d'achat, l'altération de leurs conditions de travail et les conséquences pour les entreprises locales, pour ceux qui produisent et plus largement pour notre économie? C'est un autre budget que la gauche sénatoriale veut proposer, un budget au service de la solidarité nationale et non au profit de quelques-uns. Nous refusons de renoncer à la justice sociale et à la justice fiscale. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous vous invitons à voter cette motion. Merci.